Chers amis, chers camarades, nous en sommes à la 13e journée de mobilisation contre ce qui a été un projet et qui est maintenant devenu une loi. Nous l'avons dit maintes fois, cette loi est ultra minoritaire, que ce soit sur au moins 4 plans, que ce soit syndicalement, avec les 2 organisations qui la soutiennent et qui ne représentent que 35% des salariés, que ce soit dans la population, où les sondages montrent que 7 Français sur 10 y sont opposés, que ce soit sur une partie du patronat, ou tout du moins sur la hiérarchie des normes, la CGPE et l'UPA sont hostiles, et bien sûr aussi parmi les députés, puisque le gouvernement a dû recourir par 3 fois au 49-3, preuve qu'il n'a plus de majorité, et au passage, bel exercice de démocratie. Le seul soutien à cette loi anti-ouvrière, c'est la CFDT, et c'est évidemment pas une surprise. Ne doutons pas, camarade, que Berger finisse rapidement secrétaire d'État ou ministre, de gauche ou de droite d'ailleurs, peu importe, d'ailleurs, car ce genre de personnage est totalement vendu au patronat. Là aussi, c'est un constat et il est sans appel. Pour nous aujourd'hui, le seul mot d'ordre qui puisse exister contre cette loi Gattaz, Valls, Berger, c'est abrogation. Pour les gouvernants, quels qu'ils soient, l'été a toujours été propice aux plus grandes bassesses. Et dans ce registre, il faut bien reconnaître qu'avec ce gouvernement, nous n'avons pas affaire à des amateurs, et c'est donc le 21 juillet, sans aucune discussion, que la loi travail a été non pas adoptée, mais imposée par un recours, le 3e, au 49-3. Alors dans le registre de l'ignominie, il se surpasse. En plein mois d'août, la ministre du Travail autorise contre l'avis de l'inspection du travail et toutes les règles de droit le licenciement du délégué syndical, il se trouve qu'il est CGT, d'Air France. Tous les syndicats d'Air France se sont dressés contre cette décision, sauf bien entendu la CFDT. Je rappelle au passage que une des directrices de cabinet d'El Khomri n'est autre qu'une ancienne secrétaire nationale de la CFDT, ce qui n'excuse rien, mais ce qui explique beaucoup. Le gouvernement n'a plus de base sociale et plus de majorité. Il est aux abois. Il maintient un climat de peur face aux citoyens en utilisant les crimes les plus odieux qui ont été perpétrés, notamment à Nice, pour prolonger un état d'urgence qui a démontré toute son inefficacité à lutter contre des assassins déterminés, mais qui lui est très utile pour réprimer les manifestations syndicales. Dernier exemple en date aujourd'hui dans le Cantal. Ce matin devant l'école Tivoli, où la ministre de l'Éducation devait se rendre. Des camarades faux, avec chasuble et drapeaux, ont été priés de dégager, car la manifestation n'était pas déclarée. Il se vérifie une nouvelle fois dans ce département, camarades, d'une part que ce qui est permis aux uns ne l'est pas forcément aux autres, et d'autre part que pour défendre ses droits, il vaut mieux être exploitant agricole que salarié. Toujours dans le même état d'urgence, qui permet au premier secrétaire du PS de dire dans Le Monde que la première préoccupation des Français, c'est le terrorisme, et que l'on ne parle plus de hiérarchie des normes, mais de hiérarchie des enjeux. Alors camarades, cette phrase, elle donne à elle seule la mesure de la distance qui nous sépare de ces pseudo-élites. Car la réelle préoccupation des travailleurs de ce pays, c'est d'avoir un travail qui leur permette de se nourrir, qui leur permette de se loger, qui leur permette de s'habiller, bref, de vivre dignement, ce qui ne l'est plus le cas pour des millions d'entre eux. Alors les réelles préoccupations des travailleurs de ce pays sont aussi d'avoir des écoles publiques, des hôpitaux, des bureaux de poste, des gares, des trésoreries, des agences EDF ouverts et de proximité, et avec tous les services qui vont avec. En bref, ça s'appelle le service public. Or, ce gouvernement méprise la casse ouvrière et, sous couvert de l'état d'urgence, tente de terroriser les syndicalistes qui luttent pour la défense des intérêts des travailleurs en les traitant comme des criminels. Regardons ce qui s'est passé à Air France, regardons ce qui s'est passé avec les dockers du Havre. Attention, camarades, nous versons dangereusement dans un régime de plus en plus autoritaire. Mais rien n'est joué, car la classe ouvrière n'est pas battue. Depuis 4 mois d'ailleurs, elle s'est dressée et nous en avons fait la preuve.
J'entends ici ou là que cette référence à la classe ouvrière et à sa lutte incessante est archaïque, dépassée dans notre temps. Écoutez, camarades, nier la lutte des classes, c'est à peu près aussi absurde que prétendre que l'électricité, c'est une évolution de la bougie. D'ailleurs, le patronat ne se trompe pas. Lui-même, il ne la conteste pas. Il affirme même qu'il est en train de la gagner. Alors, la CFDT, Berger et tous ses prédécesseurs, en reniant cette lutte et en trahissant systématiquement les intérêts des travailleurs, ont en fait et depuis longtemps choisi leur camp. Celui du patronat et de l'Église, contre les travailleurs et contre la classe ouvrière. Contre la classe ouvrière comme à Auriplast, par exemple, où la déléguée syndicale CFDT conteste la désignation des représentants au CHSCT et assigne force ouvrière devant le tribunal d'instance, alors que c'est elle-même qui a conclu par un accord unanime le processus de désignation. Camarade, au concours des ravis de la crèche, elle a gagné la médaille. Dans son discours à la jeunesse, Jaurès disait le courage, c'est de dire la vérité c'est de chercher la vérité, et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. Alors camarades, cherchons la vérité, disons-la. Regardons ce que sont en train de faire les dirigeants de Pyram à Vic-sur-Cère. Eux, les fervents partisans de l'entreprise libérée, où la minorité intellectuelle, doublée de méthodes que beaucoup de crapules ne désavoueraient pas, font qu'à moyen terme, ce ne sont pas 20 emplois qui sont réellement menacés, mais 150, c'est-à-dire l'usine en entier. Or, pour nous, Pyram, c'est clair, c'est 0 licenciement. Regardons aussi ce qui est en train de se passer chez l'AFA, où les soi-disant pauvres dirigeants actuels sont malmenés par les méchants anciens propriétaires. Quelle mise en scène, camarades, bien orchestrée, pour manipuler des salariés qui, au final, risquent d'être eux-mêmes les véritables victimes. La voilà la vérité. La voilà la véritable préoccupation des Français, en tout cas de ceux qui ne sont pas patrons de start-up, de ceux que l'ancien ministre Macron en visite la semaine dernière à Aurillac, qualifié il n'y a pas si longtemps d'illettrés, de ceux, monsieur Macron, qui même en travaillant ne peuvent pas se payer un costard à 1000 €. Que Macron, funeste personnage initiateur d'une non moins funeste loi, vienne dans ce département faire campagne alors qu'il n'est même plus ministre et même plus socialiste. Bon, ça peut être une grosse découverte. Entouré d'élus locaux de tous bords, est le signe pitoyable que les campagnes électorales à venir les intéressent tous bien plus que les aspirations de leurs concitoyens. Alors comme nous apprécierions, messieurs les députés et sénateurs du Cantal, de vous voir vous battre avec autant de vigueur pour défendre les services publics et les emplois dans le département. Depuis plus de 9 mois que la situation se dégrade chez Pyram, aucun élu, je dis bien aucun élu, n'a pris contact, ne s'est inquiété ou manifesté. Alors évidemment, les syndicats qui se battent, ça ne plaît pas au gouvernement et encore moins au premier secrétaire du Parti socialiste. Le simple fait que Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, participe à un débat consacré à la loi travail lors de la fête de l'humanité le week-end dernier a déchaîné les foudres de cambadélistes qui estiment, je cite, que les prédécesseurs de Mailly doivent se retourner dans leur tombe. Ben écoutez camarades, ce monsieur qui soutient bien entendu la loi travail avec le gouvernement et ses amis de la CFDT, comme ils ont soutenu ensemble l'ANI de 2013, la loi Macron, la loi NOTRe, les contre-réformes de l'hôpital, de l'école et j'en passe, ben cela ne sonne pas lui poser de problème de conscience vis-à-vis de ses propres prédécesseurs. Parce que camarades, que penseraient donc les Jaurès et les Blum, illustres prédécesseurs des Cambadélis et consorts, de ces attaques en règle contre la classe ouvrière? Que penseraient-ils de la loi travail? Ne croyez-vous pas qu'ils crieraient trahison? Ne croyez-vous pas qu'ils se dresseraient? Alors en ce qui nous concerne, nous allons continuer de nous opposer à cette loi en exigeant son abrogation, avec tous ceux qui, comme nous, ont combattu pour construire le Code du travail, les conventions collectives, les statuts et toutes les lois porteuses d'espoir pour la classe ouvrière. Nous ne faisons pas l'amalgame entre le syndicalisme combatif basé sur des revendications clairement partagées et l'unité d'action et le syndicalisme rassemblé qui n'est ni plus ni moins que l'éteignoir de toutes les revendications. Nous résisterons, camarades, avec tous ceux qui pensent comme nous, avec tous ceux qui ont la volonté de défendre et de promouvoir les conquêtes ouvrières que nous ont justement léguées nos prédécesseurs.
Et pour paraphraser Jaurès, ce qui est quand même mieux qu'Urbanellis, nous ne plierons pas. Nous ne nous en irons pas en silence, nous ne nous soumettrons pas, nous ne nous retournerons pas, nous ne nous conformerons pas, nous ne nous coucherons pas et nous ne nous tairons pas. Nous continuerons de nous battre sans répit au nom de la classe ouvrière, n'en déplaise à nos contradicteurs. Je vous remercie. Rassurez-vous, j'ai préparé